Hey! Je vous l'avais promis, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du programme écologique des candidats en 2 minutes maximum chacun. Si vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime parler et donc à quel point c'est dur. Mais c'est parti! Challenge accepted. Avant de commencer, quelques règles que je me fixe pour que ce soit clair pour tout le monde. Ici, je vais parler uniquement des propositions écologiques des candidats. À noter cependant qu'être écolo et ne pas prendre en compte les enjeux sociaux, éducatifs, etc., c'est n'avoir rien compris aux causes, conséquences et aux solutions du réchauffement climatique. Ensuite, si je vais parler de chacun des candidats dans cette vidéo, sachez que tous n'ont pas mon respect, mais je le garderai pour moi au moins le temps de cette vidéo. Enfin, en 2 minutes, je ne vais pas pouvoir détailler toutes les propositions, je vais me concentrer sur ce qui me semble être le plus important et je vais compléter mes propos avec un maximum de sources en description. N'hésitez pas à commenter pour qu'on en discute ou qu'on en débatte ou à venir me parler en DM sur Instagram. Bon, maintenant, c'est parti pour l'analyse écologique des candidats de droite à gauche. Et on commence avec Éric Zemmour. Ça va être rapide. Éric Zemmour affirme que la crise migratoire qui mènerait à sa théorie du grand remplacement serait une crise bien plus importante que la crise climatique. C'est un non-sujet lors de ses meetings, de ses plateaux télévisés, et lorsqu'on lui pose la question de l'écologie, il en revient toujours à l'islam. Si vous voulez, le vert des Verts correspond comme par hasard au vert de l'islam. Difficile de lui donner du crédit à partir de ce moment-là. Mais bon, l'avantage c'est que je vais en profiter pour gagner du temps sur les autres programmes en détaillant un point précis, le nucléaire. Éric Zemmour souhaite la construction de 14 nouveaux réacteurs car il estime que le nucléaire permet à la France d'avoir l'énergie la plus décarbonée. Pour la faire courte, aujourd'hui le nucléaire représente environ 70% du mix électrique français et 40% de son mix énergétique. Le nucléaire nous sera probablement indispensable pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, étant en effet une énergie émettrice de très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Supprimer le nucléaire, c'est prendre le risque de finir comme l'Allemagne et de rouvrir des centrales à charbon et à gaz, ce qui n'est franchement pas l'idée du siècle, surtout en temps de guerre. Ce n'est pas l'énergie parfaite, c'est une énergie de transition avec la grande question de la gestion des déchets et aussi celle du risque de frappe sur une centrale. Mais c'est une énergie dont nous sommes incapables de nous passer actuellement et le rapport de RTE nous le confirme. Donc l'idée de construire des nouveaux réacteurs, de développer la recherche du secteur et de tenter de résoudre au moins en partie ces problèmes est, à mon sens, une bonne chose. Cependant, ce développement doit s'accompagner du développement des énergies renouvelables, ce qui veut dire qu'on ne fait pas ce qu'Éric Zemmour promeut, interdire tout projet d'éoliennes sur terre et sur mer pour préserver le paysage. C'est non. Avec l'écologie qui ne fait pas partie de ces 5 priorités. Une petite dose de scepticisme, un bon vieux côté technophile et une bonne remise en question du rôle de la France dans le réchauffement climatique, Éric Zemmour obtient la modeste note de 0,25 sur 10 pour la participation. On passe à Marine Le Pen qui propose des mesures pour l'environnement. Malheureusement, c'est assez difficile de déterminer si l'objectif derrière c'est l'écologie ou le repli national. Tout se résume quasiment à la question énergétique. Entendez ici énergie au sens politique ou commun du terme, c'est-à-dire électricité, là où l'énergie au sens physique, c'est bien plus que ça. Et si cette question est très importante, elle n'est pas suffisante puisque l'électricité représente seulement 5% des émissions en France aujourd'hui. Étant elle aussi pour l'interdiction de tout projet éolien, elle vise le développement du nucléaire et de l'hydroélectrique et l'investissement dans l'hydrogène pour compenser. Elle dénonce beaucoup l'écologie punitive mais ne propose rien pour mettre à contribution les ménages les plus aisés et les grandes entreprises qui polluent le plus, ni pour accompagner les plus fragiles et les travailleurs. Marine Le Pen prévoit de rendre gratuit le train sur les heures creuses pour les 18-25 ans, ce qui est une très bonne mesure, mais c'est la seule sur les transports, secteur le plus émetteur en France. On parle sinon d'augmenter les limitations de vitesse et de baisser les taxes sur les carburants ainsi que le prix des péages, ce qui va à l'encontre de l'objectif de réduction du trafic routier. D'un point de vue économique, Marine Le Pen ne s'est jamais cachée d'être pour un patriotisme économique et aborde même l'idée de développer l'économie circulaire. De même, elle prend position en faveur de la relocalisation et de la réindustrialisation de l'économie, mais sans jamais questionner la logique productiviste, la croissance infinie et la transition environnementale de l'industrie lourde. Si Marine Le Pen a le mérite de consacrer un chapitre entier à l'agriculture, cela se résume globalement à des questions de préférence nationale et de compétitivité. Si certains points vont dans le bon sens, il y a quand même plusieurs gros défauts. Elle souhaite notamment autoriser les produits phytosanitaires sous certaines conditions, alors qu'ils sont mauvais pour la santé et pour l'environnement. En bref, il y a des idées, mais démontrent-elles une vraie volonté de transition? En plus, très peu sont chiffrés et donc difficile de juger leur crédibilité. Ça vaut un 3 sur 10.
Qu'en est-il de Nicolas Dupont-Aignan? Même rengaine que Marine Le Pen globalement sur tout ce qui est repli national, vision énergétique, etc. Lui non plus n'aime pas beaucoup les éoliennes et veut prioriser le nucléaire et l'hydroélectrique. Je le rappelle, on en a besoin, mais l'énergie c'est comme la finance, il faut un mix diversifié. Le candidat de Debout la France dans son programme prévoit de doubler la prime de rénovation actuelle pour l'isolation thermique et phonique des bâtiments particuliers et souhaite la mise en place d'un livret dispositif d'économie d'énergie sur le principe du livret d'épargne au logement, ce qui me semble être une idée intéressante. Il met en avant la rénovation énergétique des bâtiments, au secteur représentant 17% des émissions en France. Malheureusement, pour le budget, c'est un début, mais c'est clairement pas suffisant. Il est plutôt engagé sur les questions de pollution des océans, ce qui est à souligner parce qu'on en parle relativement rarement, et il aborde l'enjeu majeur de la biodiversité. Après, j'avoue que dans ce programme, tout n'est pas très concret ou ne va pas très loin, mais c'est un début. Concernant les transports, comme les deux candidats précédents, ça ne va pas trop dans le bon sens. Levée des restrictions de circulation liées aux ZFE, retour aux 90 km/h, suppression des taxes sur les carburants, diminution du prix du transport aérien sur certains trajets. Il dit vouloir se concentrer sur le réseau ferroviaire traditionnel plutôt que d'investir sur ce qu'il juge être des projets délirants à la rentabilité douteuse. Malheureusement, on a besoin du train pour aller vers des transports décarbonés. Il va donc falloir investir à un moment ou à un autre. Comme la plupart des candidats nationalistes, on parle de prioriser les circuits courts, une bonne chose, et on peut le féliciter parce qu'il y a une volonté de réduction des déchets avec une prime d'éco-conception, le développement du recyclage, etc. Malheureusement, le tout manque beaucoup de concret et de chiffres, et dans sa profession de foi, ce qu'on reçoit tous chez nous, les mots environnement, écologie, biodiversité, pollution n'apparaissent pas. Le réchauffement climatique n'est pas une priorité pour le candidat souverainiste. 4 sur 10. Passons au candidat du parti Résistons, Jean Lassalle. N'ayant aucune partie de son programme dédiée à l'écologie, l'environnement, la biodiversité, la sobriété ou le bien-être des animaux, l'analyse va être rapide. Si les campagnes sont au cœur du projet de Jean Lassalle, des mesures concrètes pour la transition en sont totalement absentes. On peut quand même aborder le point énergétique qu'il donne. Il souhaite investir dans la recherche aussi bien pour prolonger les centrales nucléaires en fin de vie, développer celles de 4e génération et la fusion, et aussi pour miser sur les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire ou la mer. Cependant, il souhaite mettre un frein à l'éolien, on part donc sur très peu de garanties. Enfin, il souhaite mettre en place le ticket paysan pour soutenir les circuits courts. C'est tout. Des secteurs entiers sont totalement absents et il y a même quelques mesures inquiétantes. Il souhaite par exemple s'affranchir de conventions et directives européennes relatives à la protection de la vie sauvage et de la nature. Ne perdons pas plus de temps, 0,25 sur 10. C'est l'heure de Valérie Pécresse. La candidate du parti Les Républicains veut une écologie de solutions et de progrès, pas une écologie punitive et antisociale. Elle souhaite donc atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 via des incitations financières plutôt que des taxes, notamment grâce à 120 milliards d'euros obtenus via la fusion du livret A et du livret développement durable en un livret vert. Comme tous les candidats à droite, elle mise beaucoup sur la construction de nouveaux EPR, mais souhaite développer toutes les énergies renouvelables en parallèle. Sur les transports, ses propositions sont plutôt nombreuses. Plus aucun véhicule neuf fonctionnant aux énergies fossiles d'ici 2040. Remplacement des transports en commun diesel par des transports propres. Modernisation du réseau ferroviaire. Développement de nouvelles lignes TGV. Développement d'alternatives à la voiture individuelle dans les territoires ruraux, etc. Si ces idées sont intéressantes, elles manquent cruellement de sobriété. Et attendre 2040 pour les véhicules neufs sans énergie fossile, c'est nous placer parmi les derniers pays européens dans la transition automobile. Sur les propositions ferroviaires, elles sont a priori très bonnes, mais trop peu financées. Sur l'industrie, quelques propositions souvent évasives, une croissance verte et durable, une taxe aux frontières de l'Union européenne pouvant être une idée intéressante, mais plutôt incertaine puisque devant être validée à l'échelle européenne. L'agriculture maintenant, les enjeux de rémunération des agriculteurs sont là, mais s'accompagnent malheureusement trop peu de mesures, si ce n'est l'objectif que 100% des cantines publiques soient approvisionnées localement. La réduction de normes dans de nombreux secteurs pourrait même avoir des effets négatifs sur les émissions de CO2. En bref, le programme de Valérie Pécresse contient des idées intéressantes à première vue, dont certaines que nous n'avons pas pu aborder, mais celles-ci s'appuient souvent sur des technologies toujours en développement et ne s'accompagnent jamais de la méthode, l'horizon temporel et le financement permettant de juger de la crédibilité de ces propositions. De plus, aucune remise en cause du système productiviste ou du rôle des entreprises polluantes n'est faite, sans stratégie claire, avec des thèmes très importants omis et le tout étant loin de faire partie du cœur du projet de la candidate, sa capacité d'atteindre les objectifs de neutralité carbone interroge. 5 sur 10. Il est temps de s'intéresser au président sortant, Emmanuel Macron. Un programme plutôt faible, avouons-le, mais regardons ça en détail. Les transports d'abord. Le candidat souhaite produire des millions de véhicules électriques et hybrides accessibles à tous grâce à une filière 100% française. De plus, il veut que la France réalise le premier avion bas carbone.
Plusieurs questions se posent. Sobriété, développement ferroviaire, transport en commun. Tout se concentre sur la production de véhicules sans précision sur les moyens d'atteindre ces objectifs. Et il semble que l'avion bas carbone soit très loin d'être mature et ne le soit pas avant un bon moment et sous des conditions très strictes. Sur l'industrie, il y a des mesures qui me semblent vraiment pertinentes, mais très incomplètes, n'étant pas développées du tout. Faire dépendre obligatoirement la rémunération des dirigeants des grandes entreprises du respect des objectifs environnementaux et sociaux me semble extrêmement pertinent, mais comment ? Pas moyen de le savoir avec le programme de Macron. L'agriculture est quasiment absente du programme, tout comme les enjeux d'alimentation et de bien-être animal, si ce n'est via une extra-technologisation. Sur le logement, il propose de rénover 700 000 logements par an, accessibles à tous les Français, parfois sans avance de frais, c'est une bonne chose, mais on n'a par exemple pas d'informations sur le secteur tertiaire ou le chauffage domestique. Cependant, s'il y a un gros point positif à souligner chez Emmanuel Macron, c'est son objectif énergétique et sa planification. Il prévoit de continuer la construction de 6 premières centrales nouvelle génération, de multiplier par 10 notre puissance solaire et l'implantation de 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050, tout en bâtissant une filière française de production des énergies renouvelables. J'ai rien à ajouter, pour moi, c'est une réussite. Il aborde également l'enjeu des déchets avec l'implantation de filières industrielles françaises de recyclage. Finalement, comme Valérie Pécresse, le candidat mise surtout sur la technologie pour atteindre ses objectifs, ce qui laisse des incertitudes importantes. Comme évoqué précédemment, de nombreux enjeux ne sont pas évoqués, on parle toujours plus de productivisme, mais jamais de modération, de régulation des investissements, de partage de l'effort, etc. 5,5 sur 10. Anne Hidalgo, la candidate du Parti Socialiste, a un programme abordant quasiment tous les sujets importants et qui s'accompagne d'une chose qu'on n'a pas vue jusqu'ici, une forte gouvernance, notamment avec en numéro 2 du gouvernement, un ministre du climat et de l'économie. Pour la première fois jusqu'ici, les GAFAM, la finance et les ménages qui polluent le plus sont mis à contribution, notamment via la création d'un impôt de solidarité sur la fortune climatique. Côté transport, elle veut doubler d'ici 2030 les petites lignes, les trains de nuit et le fret ferroviaire. Elle veut également baisser la TVA sur les déplacements en train et mettre en place une taxe carbone sur le billet d'avion si une alternative ferroviaire comparable existe. Si c'est un bon début, la préconisation reste la fermeture des lignes aériennes court courrier. Anne Hidalgo prône également le développement des véhicules électriques via des aides, mais n'évoque pas l'interdiction à la vente des véhicules diesel. Les enjeux sont là, mais il manque d'ambition et des propositions sur la mobilité douce. Elle entend aussi mettre en place une prime climat permettant la rénovation complète de 760 000 logements par an, soit 22 millions d'ici à 2050. Elle n'évoque cependant pas la rénovation du secteur tertiaire, représentant quand même 39% des émissions liées au bâtiment. Concernant l'agriculture, elle espère interdire les pesticides, les engrais de synthèse et les néonicotinoïdes. Elle mise sur l'agroécologie pour le développement du bio et la lutte contre l'artificialisation des sols. Des bonnes mesures, mais encore une fois très peu précises et il manque des enjeux clés, notamment sur la sortie des élevages industriels. Contrairement à ses adversaires de droite, la candidate socialiste veut en finir progressivement avec le nucléaire, sans sortie précipité. C'est un plan qui, sans vision sur l'horizon ni moyen précis, a quand même de fortes chances de nous mener dans le mur. Plusieurs de ces engagements vont dans le sens d'une transformation de notre modèle de société et prennent en compte l'enjeu de la justice climatique. Cependant, la majorité des mesures se limite à des incitations sans ambition. La sobriété est abordée, mais sans mesures visant à guider celle-ci. Alors que le dernier rapport du GIEC nous alerte sur l'importance d'avoir des politiques fortes et immédiates, ici, malgré un signal fort, c'est pas le cas. 6,5 sur 10. Yannick Jadot, rassurez-vous, le candidat des Verts est plutôt vert. Avec lui, la France adoptera le nouvel objectif européen des baisses des émissions. Cela passe par plusieurs mesures fortes en termes de gouvernance, notamment la création d'un ISF climatique, la baisse de la TVA sur les produits écologiques ou le refus d'investir de l'argent public contre le climat. La transition des filières industrielles s'accompagne d'un grand plan d'investissement public de 25 milliards d'euros par an, conditionné à un bonus-malus climatique. Dommage que les secteurs industriels extrêmement polluants que sont la chimie ou la construction ne soient pas évoqués. Il souhaite une sortie progressive du nucléaire d'ici 2035 tout en développant les énergies renouvelables. Cette sortie progressive semble trop précipitée au vu des limites industrielles actuelles. Yannick Jadot estime qu'il faut investir 10 milliards d'euros par an pour la rénovation énergétique des bâtiments et du service public, permettant ainsi d'atteindre une réduction de 50% de la consommation d'énergie, c'est crucial. Par contre, on n'a pas d'informations sur la transition du mix énergétique des bâtiments, notamment sur la sortie des chauffages au fioul, etc., etc. Intransigeant sur la question des transports, il a des propositions extrêmement concrètes: interdire à la vente les véhicules neufs utilisant un carburant fossile à partir de 2030, interdire les vols intérieurs quand il y a une alternative ferroviaire et bien plus. Il prévoit d'agir à la fois sur la sobriété et sur le développement d'alternatives moins polluantes.
Seul petit bémol pour moi, c'est que si le candidat propose d'ouvrir des petites lignes en plus de nouvelles lignes de train de nuit, il souhaite mettre un coup d'arrêt aux grands projets ferroviaires qui pour moi sont pourtant un très bon moyen pour pousser les gens à prendre plus le train. Sur la transformation de notre agriculture et de notre système alimentaire, il porte la fin de l'élevage industriel d'ici à 2025, l'interdiction immédiate du glyphosate et la création d'un ministère du bien-être animal. Je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est qu'on aurait aimé un peu plus de détails sur l'accompagnement pour des élevages durables. Mais sinon, tout est là et il a à cœur les enjeux de biodiversité et de protection des fonds marins, ce qui est rare, donc fortement appréciable. Pour conclure, Yannick Jadot propose un modèle de société cohérent pour aller vers un monde viable, avec une soutenabilité sociale et des technologies déjà en place. Il a à la fois recours à des incitations et des obligations, et si certaines mesures manquent de précision pour évaluer leur crédibilité vis-à-vis des objectifs fixés, on reste sur un beau programme, 8 sur 10. Passons au candidat Fabien Roussel. Plutôt étonnant pour un candidat de gauche, il a parfois tendance à caricaturer l'écologie, notamment en critiquant la bien-pensance qui voudrait interdire la viande et les voitures. Il a une vraie volonté, il veut investir à hauteur de 140 milliards d'euros par an pour la transition écologique selon les préconisations du GIEC, mais en parallèle on a parfois l'impression que la sortie des énergies fossiles et du productivisme n'est pas prévue. Marrant pour un candidat communiste. Le représentant du PCF se distingue aussi de ses adversaires de gauche en misant notamment sur le nucléaire. Son projet vise une forte croissance de la production électrique en investissant dans les énergies renouvelables et en construisant 6 nouveaux EPR. C'est globalement une bonne chose, excepté sur le fait que l'accent est mis sur l'hydroélectrique alors qu'on sait que son potentiel de croissance est très limité en France. Il souhaite par ailleurs investir 10 milliards d'euros par an pour la rénovation des logements et des bâtiments. Si ces mesures prennent en compte les enjeux sociaux et sont alignées avec les objectifs climatiques, on peut cependant lui reprocher un horizon temporel un peu lointain. Concernant les transports, Fabien Roussel prévoit une prime à la conversion de 10 000 euros pour une voiture propre, tout en relançant le fret ferroviaire et les petites lignes. Les transports collectifs urbains seront gratuits, la SNCF renationalisée, de nouvelles pistes cyclables réalisées. Ce sont des mesures intéressantes avec un sacré budget alloué, cependant on peut reprocher un manque de remise en question du secteur aérien et l'absence d'informations sur la sortie des énergies fossiles pour les transports. Sur l'alimentation, ces mesures cochent beaucoup de cases pour garantir une alimentation saine, durable et accessible, excepté sur un point qu'on ne peut pas ne pas aborder, la consommation de viande que Fabien Roussel n'a de cesse de vanter. Il ne prévoit rien pour diminuer cette grande source d'émissions de gaz à effet de serre. Le candidat a un bon plan de relocalisation de l'industrie, notamment sur certains secteurs de l'industrie lourde, ce qu'il faut souligner car c'est l'un des rares à le faire. Les mesures semblent vraiment pertinentes, malheureusement ça manque de détails sur les défis de transformation des modes de production actuels. Enfin, il gagne un très bon point en étant un des rares candidats à donner une place importante à l'enjeu majeur qu'est la biodiversité et la protection des fonds marins. En synthèse, ce programme traduit une forte volonté au vu des moyens engagés et des objectifs fixés, sans malheureusement se fixer des mesures systématiques, notamment lorsque ça touche au mode de vie des citoyens. 7 sur 10. Jean-Luc Mélenchon. Le candidat insoumis s'est doté d'un ambitieux programme qui prévoit notamment de baisser de 65% les émissions d'ici à 2030, soit davantage que l'objectif actuel de 40%. Il propose une véritable transformation de notre modèle économique en lançant un plan massif d'investissement de 200 milliards d'euros financé par le rétablissement de l'ISF et les taxes sur les entreprises polluantes, en conditionnant les aides à des critères écologiques. Honnêtement, tout est là. Le défaut qu'on peut lui trouver, c'est de vouloir sortir du marché carbone européen. Il souhaite lui aussi organiser la sortie du nucléaire en abandonnant les projets et en planifiant le démantèlement des centrales sans avancer de date. Il a confirmé vouloir les fermer uniquement quand il y aurait des substituts, donc a priori pas pour tout de suite, j'espère, parce que sinon on se retrouve dans la même situation que les candidats précédents. Le programme met aussi l'accent sur la rénovation des bâtiments, l'obligation de rénovation d'ici 2030 est là, l'interdiction de mise en location des passoires énergétiques d'ici 2025 aussi, pas grand chose à ajouter. Soucieux de développer les transports en commun et les infrastructures cyclables, Jean-Luc Mélenchon entend aussi diminuer le recours à la voiture individuelle et interdire les lignes aériennes court courrier. Il veut renationaliser la SNCF, augmenter le nombre de trains et garantir des tarifs accessibles avec les TER gratuits pour les moins de 25 ans, les chômeurs et les usagers à faible revenu. Ces mesures sont nombreuses et pertinentes, je regrette juste deux choses, l'absence de proposition de fin de vente des véhicules thermiques et la volonté de mettre fin aux ZFE sans proposer d'alternative. Il propose l'interdiction immédiate des pesticides les plus dangereux, le bannissement des pratiques de chasse et de loisirs cruels pour les animaux et la planification de la sortie de l'élevage intensif. Enfin, les cantines scolaires serviront 100% de produits bio et locaux avec une option végétarienne quotidienne. Sur l'agriculture, je crois que c'est un sans faute, c'est précis et c'est le seul candidat à proposer une réduction de 50% de la consommation des protéines animales. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ce programme est très ambitieux, beaucoup de mesures sont applicables rapidement. Il faut quand même noter que certaines nécessitent des accords européens, donc sont incertaines. Cependant, il est clair que ce programme couvre largement les enjeux dont on a besoin et se distingue des autres par une forte intégration des enjeux de justice sociale, une gouvernance, une planification concertée et un plan de financement complet. 8,5 sur 10.
C'est l'heure de Philippe Poutou. Le candidat du NPA fait un constat simple. Transformer notre système économique en un système éco-socialiste est nécessaire. Si certains enjeux clés sont abordés et que les questions de justice sociale et du respect des limites planétaires sont bien là, les détails manquent et la prise en compte des contraintes réelles aussi. Philippe Poutou mise sur un développement de transports 100% public et gratuit, avec le développement des transports en commun, la réduction drastique du transport aérien qu'il souhaite interdire sur les courts courriers et la priorité au fret fluvial et ferroviaire. Il veut aussi inciter les automobilistes à limiter la voiture en ville et à favoriser l'autopartage. Deux bonnes choses, mais aucune info sur les moyens, les délais ou l'électrification des véhicules. Sur le plan de l'énergie, son objectif des énergies fossiles et du nucléaire en 10 ans est certes ambitieux, mais surtout probablement impossible au vu des limites données par RTE. Le plan de sobriété énergétique du candidat parle d'une expropriation et socialisation de l'énergie, ainsi que de la rénovation de tous les logements. On fait toujours face au même problème, l'absence du secteur tertiaire. Et à cela s'ajoute l'absence du montant des aides financières et de l'échelle temporelle. Alors certes, il faut procéder à ces rénovations, mais comment? Pour l'agriculture, Philippe Poutou propose d'interdire les intrants chimiques, d'aller vers le tout biologique sur 10 ans et de végétaliser l'alimentation pour sortir de l'élevage industriel qui, selon lui, maltraite non seulement les animaux, mais aussi les salariés. Finalement, le programme du candidat met en avant une volonté de sobriété forte en revendiquant une baisse des consommations et des productions. Il affiche des objectifs extrêmement ambitieux, que ce soit en termes de délai ou de niveau, qu'on aimerait pouvoir atteindre, mais au vu des actions présentées, il semble difficile que des changements interviennent aussi rapidement. On va mettre un 5,5 sur 10. Passons à la dernière candidate, Nathalie Arthaud. La représentante du parti Lutte ouvrière a un mot d'ordre: lutter contre le capitalisme. Si un changement de société à grande échelle pourrait avoir un énorme impact sur le changement climatique, le programme en lui-même est plutôt vide de propositions. Pas d'informations concrètes sur le nucléaire, les énergies renouvelables, les rénovations des bâtiments, les passoires thermiques, la biodiversité, l'agriculture, l'alimentation. Bref, les seules mesures concernent le bien-être animal, notamment avec une volonté de combattre l'élevage et l'abattage intensif, ou l'interdiction de la chasse à la cour que la candidate décrit comme un loisir cruel de riches oisifs en mal de distraction. Si ces mesures sont une bonne chose, on n'a pas plus d'informations. Donc je lui mets la note de 1 sur 10 pour la participation et la critique du système actuel. Et ça y est, c'est terminé, on a analysé les 12 candidats. Honnêtement, pour moi, c'était très intense. Ça fait des jours que j'écris cette vidéo. Je suis crevée. Je viens d'enchaîner 4 heures de tournage. J'ai encore le montage à faire, mais je vais tout donner parce que pour moi, cette vidéo est extrêmement importante. Alors, je compte sur vous pour la partager, commenter, l'aimer. Bref, vous savez ce que vous devez faire. Et surtout, n'oubliez pas, dimanche, allez voter. Merci!